Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans cette page spéciale dans laquelle nous nous intéressons à la sécurité sanitaire, une notion ancienne mais de laquelle nous parlons un peu plus depuis la pandémie de la Covid-19. Un contexte qui a montré d'une façon brutale l'importance de mettre en place des dispositifs de vigilance et de veille afin d'anticiper les dangers et les risques qui peuvent menacer la santé publique. L'Algérie dispose depuis 2020 de sa propre agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSS, présidée par le professeur Kamel Senhadji, que j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir pour revenir sur la nouvelle stratégie nationale de sécurité sanitaire 2025-2030. Professeur Senhadji, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais à l'instant que cette notion de sécurité sanitaire a été ressentie même brutalement pendant la Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, on est conscient de l'importance de cette notion? Est-ce qu'on est conscient que ça pèse autant que la sécurité alimentaire ou la sécurité militaire? Plus que jamais, parce que mettre en place un système qui vous permet d'anticiper, de regarder en amont tous les aspects qui peuvent éventuellement être à l'origine d'un danger est très important. Donc aujourd'hui, même si cette notion est ancienne, comme vous voulez le définir, mais aujourd'hui nous disposons de moyens et toutes ces nouvelles technologies de l'information, de traitement des données, de l'intelligence artificielle, et j'en passe, peuvent maintenant aujourd'hui, avec et puis différentes spécialités telles que certaines spécialités dans les mathématiques telles que la modélisation permettent de renforcer justement cette sécurité. C'est-à-dire les signaux qu'on ne voyait pas avant, on peut les voir avec les nouvelles technologies, parce que auparavant on réagissait devant le fait accompli, et devant le fait accompli, quand il y a une maladie, une épidémie, une pandémie, c'est déjà trop tard. Et là, donc, avec les outils qui nous permettent de faire des modélisations, nous permettra d'amplifier ce qu'on appelle les signaux faibles, et de pouvoir se préparer et anticiper et faire de la riposte. Oui, vous me tendez la perche justement, professeur. Alors la sécurité sanitaire se définit, comme vous venez de le dire, ainsi comme l'ensemble des décisions, des programmes et des actions aussi visant à protéger la population contre tous les dangers et les risques pour la santé. Je le disais en préambule aussi, vous êtes en pleine finalisation de la stratégie nationale de sécurité sanitaire 2025-2030. Ça a pris du temps quand même, professeur Senhadji. Oui, madame, parce qu'on est parti de zéro, d'une culture qui n'existe pas. Je viens de dire qu'on réagissait, et même une grande partie du monde a toujours fonctionné de cette façon. On réagit de façon, disons, grossière et macroscopique quand on voit des morts, du bétail qui meurt, ou une canicule qui arrive, etc. Brutalement, et puis on commence à réagir dans comment dirais-je, dans des conditions qui ne sont pas optimales. Donc il a fallu donc mettre en place un dispositif où tous les acteurs qui sont concernés par la santé puissent dire ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que vous et moi, enfin tout le monde, nous vivons dans un milieu, où nous sommes exposés. Ce qu'on appelle la notion d'exposome, c'est que on est exposé au soleil, on est exposé aux produits qu'on consomme. On est donc et puis on peut aussi faire de l'activité, faire du sport ou pas, aller à l'école ou pas, savoir consommer, fumer, boire de l'alcool, etc. Ça, il y a des facteurs que l'individu
peut choisir son alimentation, choisir de fumer ou pas, etc. Oui, avant d'arriver là, on va en parler, on va développer tout ça tout à l'heure, professeur. Si vous permettez, j'aimerais rester sur la stratégie nationale qui vise à renforcer les capacités du pays en matière de prévention des risques qui peuvent peser sur la santé. Est-ce qu'on peut connaître aujourd'hui les grandes lignes de votre stratégie? Est-ce qu'on connaît, parce que quand même c'est un grand chantier, vous me le disiez en préparant cette émission, un grand chantier à réaliser. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les priorités? Oui, pour faire court, c'est que j'allais parler d'un certain nombre de facteurs qui impactent la santé. Il y en a plein, mais rapidement. Alors vous avez parlé déjà de l'alimentation. Voilà, je peux vous dire que on est assis sur, je le dis souvent, sur 3 bombes. Sur 3 urgences, c'est celles-là qui sont les plus prioritaires. C'est l'alimentation, c'est les changements climatiques et les pandémies. Parce que tout ça, ce trio s'est imposé. C'est imposé malgré nous. Et nous l'avons constaté à nos dépens que pendant le Covid. Et là, donc, on a constaté que on ne pouvait pas parer à toutes les urgences, on ne pouvait pas soigner correctement, on n'a pas tous les traitements, on n'a pas tous les vaccins, etc. Tout cela, donc, est apparu brutalement. Donc, ce sont les 3 priorités, et d'ailleurs, le monde entier parle de cela. Ne serait-ce que, peut-être on en parlera tout à l'heure, par rapport à la grande réunion de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève qui s'est tenue récemment, à laquelle nous avons assisté, et qui les 194 pays de l'OMS disent tous la même chose. Ils sont soumis au changement climatique avec toutes ses répercussions sur la santé, parce que le climat agit sur la santé. L'alimentation, avec tous ces problèmes de gras, de sucre, de sel, etc., Dieu sait les dégâts que ça peut entraîner sur les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, l'obésité, etc. Et puis les pandémies, parce que ça aussi c'est la 3e priorité, et parce que hélas nous sommes rentrés dans l'ère des pandémies. On ne peut plus se dire est-ce qu'il y aura une pandémie? Il y en aura, mais la seule question qui se pose maintenant, c'est de dire quand est-ce qu'il y aura la prochaine pandémie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est préparé justement à une prochaine pandémie? Est-ce qu'on est en mesure d'anticiper là aussi et d'affronter aussi? Parce que une agence comme la vôtre, l'émission c'est la prévention effectivement, mais aussi c'est de pouvoir réagir. Oui, c'est pour ça que l'agence a été mise en place, pour qu'elle puisse. Je ne dis pas qu'on va, parce que chaque pandémie a ses caractéristiques, chaque menace a ses propres effets. Donc, justement, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a été mise en place pour pouvoir être dans l'anticipation de ces problématiques, parce que grâce à ce que j'avais évoqué tout à l'heure comme outils scientifiques qui nous permettent de riposter. Donc, on sera capable, je ne dis pas peut-être à 100%, mais ce sera beaucoup mieux que ce qui a été vécu auparavant. L'exemple, on est la crise Covid. C'est sûr que pour les prochaines pandémies, je ne sais pas laquelle qui va surgir, mais il y aura quand même un fonctionnement de base qui sera meilleur que celui qu'on a vécu jusqu'à présent. Et puis, dans cette stratégie nationale de sécurité sanitaire qui va se mettre en place dans les 5 prochaines années, ça va justement pour pouvoir absorber tous les aléas et qui vont nous permettre de plus en plus d'aller vers une sécurité sanitaire de plus en plus efficiente et qui sera au bénéfice du citoyen. Oui. Alors plus concrètement, je suis curieuse de vous poser la question, professeur, vous êtes un organe consultatif qui doit éclairer les pouvoirs publics sur les prises de décision. Vous disposez, j'ai envie de dire, quelle est votre force? Vous disposez de quels moyens aujourd'hui concrètement? Est-ce que vous avez des compétences? Est-ce que vous avez
avez des financements ou des prérogatives, c'est-à-dire vous avez carte blanche? Oui. Oui. Je ne dis pas carte blanche parce que nous vivons dans un écosystème. C'est l'idée qu'on a parce que quand même c'est une agence qui a été installée par le président de la République en personne. Elle est placée auprès de Monsieur le Président de la République. Elle est donc, c'est une institution très importante, supragouvernementale, donc elle ne dépend pas d'un ministère. Quelqu'un, donc elle est dans l'exécutif, donc elle n'est pas, elle donne du conseil effectivement, elle est conseillée auprès de Monsieur le Président de la République, mais elle a des effets exécutoires. Elle n'est pas, c'est-à-dire elle n'est pas finalement que consultative. Absolument. Voilà. Donc elle dispose d'un statut particulier. Donc elle a son propre budget et puis qui lui permet de recruter des ressources opérationnelles, en particulier scientifiques, parce que la matière est là. C'est d'avoir les compétences scientifiques avérées, connues, reconnues. Vous les avez aujourd'hui? Oui, parce que nous avons installé, nous avons démarré par l'installation d'un conseil scientifique. Ce conseil scientifique, il est constitué pas seulement de médecins ou de pharmaciens ou de biologistes, parce que la santé, on y pense tout de suite, mais en fait, il n'y a qu'un tiers de médecins, il y a un autre tiers de biologistes, et puis il y a un autre tiers de sciences dures, les mathématiques, la modélisation, les statistiques, etc. Donc, c'est cette ressource scientifique. Elle est composée en fait de chercheurs, mais ce sont des chercheurs qui ne cherchent pas dans l'académique, mais ce sont des chercheurs qui vont prendre en charge les problématiques réelles telles qu'elles se posent, qu'elles sont posées en termes sanitaires, telles que les crises qu'on a vécues. Et ces scientifiques, on leur demande de produire une démarche qui pourra servir dans les médias, qui sera applicable et appliquée. Donc ce ne sera pas seulement des publications, etc., d'ordre académique, mais ce sera des scientifiques de très bon niveau, mais qui vont prendre en charge des problématiques réelles et pour lesquelles ils proposeront des solutions factuelles et qui, j'espère, efficaces. Professeur Sanhadji, alors au tout début, quand l'agence de sécurité sanitaire a été installée, on avait parlé justement de deux points essentiels quand on parlait des missions de votre agence, en l'occurrence la sécurité sanitaire, de laquelle on est en train de parler depuis le début de cette émission, et un autre volet aussi très important qui est indissociable de la sécurité sanitaire, qui est la réforme du système de santé ou du modèle de santé. On parle depuis tout à l'heure de prévention, on parle aussi de réaction. Comment ces deux éléments peuvent se faire dans l'état actuel des choses? On sait très bien qu'on a un système de santé quand même, on a parlé très souvent de la réforme. Aujourd'hui, on parle de surcharge, on parle de goulot dans les consultations, de difficulté à avoir des rendez-vous. Comment peut-on prétendre à avoir une véritable sécurité sanitaire dans ce contexte? Oui, parce que jusqu'à présent, le fonctionnement était effectivement, le secteur de la santé faisait tout. Donc c'est sûr que c'est un gros chantier, la santé. La santé a beaucoup de travail à faire dans les hôpitaux, dans tous les problèmes que vous évoquez. Et c'est partout dans le monde comme ça, chez nous aussi. Et c'est pour cela que l'agence de sécurité sanitaire travaille en amont pour pouvoir mettre en place des standards tels qu'ils sont pratiqués au niveau international. Vous avez parlé du second volet. Oui. Voilà. Est-ce qu'on a un modèle de santé, j'ai envie de dire, pour ne pas dire un système de santé? Il n'y a pas de système de santé idéal. Chaque pays, chaque région, etc., doit l'adapter, mais l'acte médical est le même. L'acte médical est le même dans le monde entier. Donc, en fait, ce volet important qui est celui de la réforme du système de santé, en toute logique, va découler du premier volet qu'on a abordé tout à l'heure, celui de la sécurité sanitaire. Parce que en mettant en place tous les éléments qui permettent une sécurité sanitaire, c'est-à-dire de cerner tous les problèmes avec sanitaires, avec toutes les données qui nous permettent de classer les maladies les plus importantes qui ont
qui ont une corrélation de mortalité avérée. Donc, et tout cela va nous permettre de dégager un profil sanitaire factuel, réel de la population algérienne, et il y aura peut-être même des différences régionales, et par voie de conséquence, ce profil qui a découlé du premier volet des missions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire va nous permettre de proposer une réforme du système de santé adapté à ce profil. C'est-à-dire que on ne peut pas, dans une région où on a classé les maladies cardiovasculaires en premier, ensuite le diabète en deuxième, ensuite le cancer en troisième, etc., c'est peut-être pas le même classement dans une autre région d'Algérie. Donc, par voie de conséquence, vous allez mettre en place et construire des hôpitaux adaptés au profil qui va se dégager dans une région, dans une wilaya ou dans une contrée. Une région dans laquelle vous avez une forte mortalité dans les maladies cardiovasculaires, vous allez mettre en place... Oui, mais ça c'est des chiffres nationaux, hein, professeur Senhadji, quand on parle, par exemple, vous évoquez les maladies qui ont une forte mortalité, malheureusement, comme les maladies cardiovasculaires ou suivi du cancer, ça c'est quand même des données nationaux, c'est-à-dire c'est pas important, les données nationales, on est obligé de faire dans chaque région des études. Non, madame, nous sommes une instance scientifique. Oui. Si un profil se dégage et il nous donne un résultat dans lequel il y a une maladie qui est classée différemment d'une autre région, on construira un hôpital en fonction de ce qui apparaît ailleurs. Si le diabète est classé premier dans une région, je ne vais pas mettre les maladies, je ne vais pas construire un hôpital où je vais mettre des services à qui je vais donner du budget, de la surface, etc., des maladies cardiovasculaires. Si le diabète qui est en premier, je lui mettrai le diabète, je mettrai les structures qui correspondent au diabète. Ça va prendre combien de temps, professeur Senhadji? Oui. Parce que vous entendre parler comme ça, c'est bien beau hein, d'imaginer des études pour chaque région, avec des hôpitaux qui soient adaptés à des maladies de chaque région. Mais quand même, on pensait être quand même dans l'urgence hein, quand on parle de sécurité sanitaire. On en parle depuis 2020 quand même, hein, on est déjà en 2024. Ça va prendre combien de temps pour voir les résultats justement de cette stratégie? Vous pensez que ça va, les premiers résultats, on les verra quand? Écoutez, c'est à partir du début de l'agence. Elle s'est impliquée dans le Covid parce qu'il y avait 3 ans de priorité Covid. Elle a participé à toutes les étapes de lutte contre le Covid. Donc c'est déjà un résultat. Et puis elle est en train de récupérer les datas, les données qui correspondent au profil sanitaire à travers tout ce qu'on recueille et qui se déclare dans tout le territoire national et qui va permettre de petit à petit de déployer et donc à la suite de cela la structure qu'il faut, les moyens qu'il faut, etc. Oui. C'est un phénomène qui est graduel. On a pris un cap, disons un intervalle de 2025-2030 pour dire que on verra des résultats significatifs dans les 5 prochaines années, et puis après les 5 années d'après, parce que maintenant les données en matière de santé dans le monde ont changé, et ça change vite. Dans 5 ans, on aura peut-être d'autres menaces hein, et qui vont nous permettre de poursuivre et d'adapter la stratégie de sécurité sanitaire à la prochaine étape. Juste un point, vous parlez de la collecte justement de données, qui est un gros problème, hein, vous le savez, ce n'est un secret pour personne malheureusement. On a une véritable problématique de registre, hein, quand on parle de maladies en Algérie, on n'a pas de registre, on a un gros problème de données épidémiologiques. Quand vous parlez de données ou de collecte de données, vous comptez élaborer vos propres études, vos propres analyses avec vos propres équipes. Comment ça va se passer? Oui, madame, tout ça change, hein, est en train de changer. Il faudrait que ça change. Si les choses, certaines choses qui n'ont pas fonctionné, parce que ça, c'est une grosse contrainte, parce que les données ne sont pas très bien exploitées, ou bien n'existent pas, etc., etc. Peu importe. L'agence est là avec
son programme de mise en place de la stratégie nationale de sécurité sanitaire où tous les secteurs sont impliqués. Donc il y a 26 secteurs, 26 ministères et grosses institutions impliquées dans la santé qui sont partie prenante et de cette sécurité sanitaire, parce que vous avez le commerce, vous avez l'agriculture, les pesticides, vous avez l'environnement, la pollution, etc. Tout cela, tous ces secteurs vont mettre à disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire les données dont ils disposent et qui relèvent de leur spécialité, et ces données vont tomber, vont être recueillies au niveau de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui, avec ses ressources scientifiques, peut faire par la suite de la modélisation, de l'accroissement des données, pour pouvoir après générer des nouvelles informations en matière sanitaire qui n'ont jamais été faites auparavant depuis l'indépendance. Parce que jusqu'à présent, toutes les institutions, il y en a plus d'une dizaine qui sont concernées par la santé, chacune de ces institutions possède leurs propres données, et ces données ne sont pas, jusqu'à présent, jusqu'à récemment, ne sont pas exploitées de façon optimale. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire est l'élément fédérateur qui va, en plus d'utiliser, d'exploiter ces données secteur par secteur, mais qui va, l'originalité est là, c'est qu'il va croiser des données intersectorielles. Ça n'a jamais été fait, et qui va générer de la nouvelle connaissance en matière de santé, et qui va nous aider dans la prévention. Et ça, c'est très important. Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que ça, c'est un point très important, la prévention. Vous en parliez vous-même dans les médias, mais aussi depuis tout à l'heure dans cette émission. Vous avez souligné l'importance d'une vision basée sur la connaissance des risques sanitaires en faisant des campagnes de prévention et de sensibilisation vis-à-vis du citoyen, mais pas que. Vous avez parlé de l'implication des autres secteurs. Comment les amener aujourd'hui? Vous avez parlé par exemple des pesticides. Aujourd'hui, on connaît l'implication des pesticides dans l'avènement de certains cancers, dans l'avènement de certaines maladies comme le Parkinson par exemple. On a aussi les viandes qui ne sont pas forcément des viandes saines, parce que c'est facile de dire il faut manger ça, mais il faut trouver cette alimentation saine. Comment faire en sorte que ces acteurs dont vous avez parlé, dont l'agriculture ou le commerce ou les autres, soient une partie prenante de votre stratégie? Comment les amener à collaborer? Ils sont déjà... Parce que jusqu'ici, on a toujours eu du mal quand ça doit impliquer plusieurs acteurs. Quand c'est pluridisciplinaire, on a toujours eu du mal à réaliser les plans où il y a plusieurs acteurs dedans. Comment vous allez faire? Là, vous partez ce qu'on appelle du verre à moitié vide. Mais non, en fait, je parle par expérience, vous parlez des aspects négatifs de ce qui n'a pas marché. Mais l'agence est là, elle n'existait pas avant. Et l'agence est faite là. Mais concrètement, comment vous allez les amener à collaborer? Ils figurent dans nos missions. C'est les 26 départements ministériels existent dans nos missions. Ils sont ces départements ministériels et ces institutions impliquées par la santé sont concernés par les missions de façon statutaire, par les missions de l'agence. Donc ils font partie du conseil d'orientation ou d'administration de l'agence. Donc le texte est clair, c'est que les institutions qui font partie du conseil d'orientation de l'agence sont tenues de fournir toutes les données qui vont servir au travail de l'agence. Donc, on va leur demander, l'agence va de par ces réunions de tous ses partenaires, les données, les datas vont leur être demandées pour qu'elles soient
traité par notre ressource scientifique et pouvoir par la suite générer ce que vous faites allusion au conseil, comment faire pour bien manger, etc. Absolument. Oui, c'est plus ça. Hein, oui. C'est pas uniquement les données, c'est-à-dire concrètement sur le terrain, comment on va amener un agriculteur à ne pas utiliser des pesticides, à ne pas quelqu'un qui fait de l'élevage de la volaille, à ne pas doper le poulet qu'on est en train de manger. Voilà, encourager le biologique. Oui, mais madame, ça, après, les secteurs qui sont impliqués et qui sont concernés par notre stratégie nationale de sécurité sanitaire, et ils en font partie. Évidemment, on n'est pas naïf. On va les interpeller sur, c'est ce que je voulais entendre, en réalité. Sur ces aspects. Et ils vont prendre les mesures nécessaires. Est-ce qu'il y a des mesures pour que l'agriculteur ne balance pas, passez-moi le terme, n'importe quel pesticide à n'importe quelle dose, etc. dans ces... On est pratiquement à la fin de l'émission, professeur. On termine justement avec l'Assemblée mondiale de la santé. Vous vouliez en parler justement. Je rappelle que cette notion de lutte contre les maladies non transmissibles à travers l'alimentation, que ce soit les maladies non transmissibles ou les maladies chroniques, vous avez participé en tant qu'agence à cette assemblée. Quelle a été votre contribution? On termine sur cette question. Oui, ça a été une contribution à plein temps, donc c'était très, très dense pendant 6 jours, on travaille jusqu'à minuit, mais c'est une assemblée mondiale, cette assemblée mondiale de la santé, qui est l'organe suprême qui gouverne l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc toutes les problématiques mondiales de la santé remontent à cette assemblée. Donc il y avait 194 pays, dont l'Algérie fait partie, et des problématiques, parce qu'il y a des problématiques qui ont été posées et débattues. Donc la première, c'est il y a 3 ou 4 problématiques qui reviennent et qui sont en commun avec la santé mondiale. C'est la préparation et la prévention et la riposte aux prochaines pandémies, à travers l'expérience du Covid. Et ça, donc, les pays doivent mettre des mécanismes mondiaux pour qu'on puisse avoir un même format et un même langage pour pouvoir s'attaquer à cette riposte. Donc l'accord n'a pas été conclu et on dispose encore d'une petite année pour qu'un accord mondial commun puisse se dégager par rapport à la prévention et à la riposte aux prochaines pandémies. Le deuxième problème qui a surgi, qui a été exposé par la majorité des pays, c'est l'inégalité, la persistance de l'inégalité de l'accès aux soins de santé. Absolument. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'on a constaté que les crises sanitaires qui sont installées, en particulier notamment on fait allusion au Covid, c'est qu'on a perdu 10 années de progrès en matière d'objectifs de développement durable par rapport à la santé. Donc il va falloir, donc la qualité de la santé a baissé dans le monde entier. Donc il va falloir remettre en selle et en scène la couverture sanitaire universelle. Il va falloir que tous les pays se mettent à mettre le paquet sur les soins primaires. C'est-à-dire continuer à s'occuper de la santé mère-enfant, la santé mentale, la tuberculose, le paludisme, etc. Ça, ce sont des problématiques qui se sont posées. Voilà. Et puis, il y a une charte mondiale de la santé qu'on appelle le règlement sanitaire international, le RSI, qui datait de 2005, mais qui s'est retrouvé rapidement dépassé parce que c'est ça grâce au Covid. C'est un mal pour un bien. Il nous a permis de trouver des insuffisances dans ce règlement sanitaire international que
la majorité des pays du monde utilisent pour être dans un contexte mondial pour s'attaquer aux maladies d'une façon commune. Le Covid a montré qu'il y avait des faiblesses. Ce règlement a été, ça a été prévu 1 an pour le régler, mais en fait, d'une façon miraculeuse, un accord a été trouvé pendant cette session et le règlement sanitaire international a été amendé. Oui. Donc c'est bon. Et puis le 4e problème qui revenait, c'est le problème des changements climatiques. Et ça, c'est une grande catastrophe. Et le climat, on ne sait pas quoi en faire parce que c'est presque trop tard. Ce qu'il va falloir faire, c'est d'essayer de ne pas avancer dans ce cheminement vers de plus en plus catastrophique. Merci beaucoup, professeur Sanadji. On arrive à la fin de cette émission. Je rappelle juste que le rapport scientifique sur votre stratégie sanitaire sera soumis au président de la République fin 2024, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Excellente soirée sur Canal Al Jazeera. Au revoir.